Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Et oui, cette revue de presse, ce format que j'ai distillé la semaine dernière pour la première fois. Je vous ai proposé du coup de faire un petit peu le tour de l'actualité catch avec moi, avec un support visuel pour que vous puissiez voir en même temps que moi les nouvelles. Et ben d'après les commentaires, ça vous a plu. Alors d'après les commentaires également, puisque comme on me l'a dit dans les commentaires, je tiens quand même à faire une petite précision par rapport à ça. Et la dernière fois, j'ai un abonné qui m'a dit que ça le dérangeait que je fasse de la publicité pour mes autres chaînes et notamment ma chaîne Dr Everything. Parce que ma chaîne Dr Crypto, je fais quand même très rarement de la pub puisque je sais que ça n'a rien à voir. Alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est est-ce que ça vous dérange vous en tant que spectateur, en tant que viewer, quand je fais des intros un petit peu longues, parfois d'1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, avant de rentrer dans le vif du sujet et la plupart du temps pour me faire de l'autopromotion pour mes autres réseaux ou mes autres chaînes. Dites-moi tout dans les commentaires, soyez pas langue de bois puisque ça me permettra de m'adapter en fonction. Mais dans tous les cas, je suis désolé pour tous ceux que ça énerve, mais je ne pourrai pas arrêter puisque comme vous le savez, j'ai plusieurs chaînes, j'ai plusieurs réseaux, tout ça c'est un gros écosystème que j'essaie de développer, que j'essaie de faire grandir. Et si du jour au lendemain je m'arrête de faire la promotion par exemple de mes vidéos sur Dr Everything alors que je viens de les reprendre, eh bien je ferai sans doute tout ça pour rien. Dans tous les cas, c'est vous qui avez la parole dans les commentaires. Ah, et si jamais vous êtes auto-entrepreneur, que vous faites des miniatures ou que vous écrivez des scripts, contactez-moi. Je vous reparlerai de ça demain pour la consultation de Raw. Maintenant c'est l'heure des informations catch du week-end et il y en a eu pas mal. Je vous ai sélectionné quelques infos du coup. Cette semaine c'est Extreme Rules, on a une grosse semaine, une semaine très chargée du coup sur la chaîne Dr Wrestling et on va donc prendre des nouvelles de Randy Orton. Du coup, comme d'habitude, je vais utiliser Catch News comme support, puisque pour moi, c'est l'un des tout meilleurs sites en ce qui concerne l'actualité en temps réel du catch. Donc, des nouvelles de Randy Orton. Et l'article nous dit, actuellement sur le banc des blessés, Randy Orton a disparu des shows de la WWE depuis sa défaite avec Matt Riddle contre les Usos en mai dernier. Un match qui unifiait les titres par équipe de la fédération. Une lourde blessure au dos qui devrait le priver du ring au moins jusqu'en fin d'année. Dans une update donnée par la Wrestling Observer aujourd'hui, nous apprenons qu'il y aurait beaucoup de craintes autour de la blessure au dos de Randy Orton ainsi que de sa gravité. Nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet à l'heure où on écrit ces lignes, en espérant rien de grave, et nous souhaitons un prompt rétablissement au 14 fois champion du monde. Et effectivement, j'ai fait il y a une semaine du coup une espèce d'Uchronie mixée avec une chronique d'actualité de catch où je préparais un petit peu le retour de Randy Orton, quel serait son scénario en cas de retour, et ce genre de nouvelles me fait un peu froid dans le dos. Randy Orton, on sait qu'il a passé la quarantaine, on sait qu'il a pris énormément de bumps sur le dos durant sa carrière, même s'il a été un peu nonchalant parfois. Sa prise de finition, c'est le RKO, et à chaque fois il retombe sur le dos, donc ça fait des chocs effectivement pour son dos. Après, la nature de sa blessure, on ne la connaît pas. Est-ce qu'il a une hernie, une discopathie, une sciatique, une cruralgie? Il y en a des milliards de pathologies autour du dos, et globalement, en fonction de la sévérité, ça pourrait plus ou moins mettre un terme à sa carrière à court ou moyen terme. Donc là, c'est pas vraiment une nouvelle, il n'y a pas vraiment d'infos, c'est plus un constat d'inquiétude, puisque l'information actuelle, c'est qu'on a des craintes par rapport à Randy Orton et qu'on ne sait pas s'il pourra revenir rapidement d'une part et surtout s'il pourra continuer de catcher en full time. Bon, après les blessures au dos, on sait que ça se guérit, que ça se résorbe, on s'adapte un petit peu, on catch un petit peu différemment. Shawn Michaels était revenu en 2002 en changeant beaucoup ses habitudes sur le ring. Sheamus, quant à lui, est passé à travers du coup les mailles du filet puisqu'il a une sténose du canal lombaire, donc il a des douleurs qui étaient permanentes et du coup maintenant il peut catcher. Donc voilà, c'est pas forcément une fatalité en soi, mais quand même surveillons le cas de Randy Orton. Autre nouvelle concernant Randy Orton, enfin concernant plutôt sa tatoueuse, puisqu'elle a remporté son procès contre la WWE et contre 2K. Et l'histoire remonte en avril 2018 lorsque la tatoueuse de Randy Orton, Catherine Alexander, lançait officiellement un procès contre la WWE et contre 2K pour avoir utilisé les tatouages de Randy Orton sans son autorisation. Une question de droit d'auteur puisque la WWE et 2K pensaient que Randy Orton était propriétaire de ces tatouages et avait considéré comme un usage équitable étant donné que c'était dans le but de recréer Orton de manière réaliste. De l'autre côté, l'artiste voulait un accord pour l'utilisation de ses designs. 2K avait offert la somme de 450 $ en 2009 lorsqu'elle avait signalé le problème, mais elle avait refusé l'offre. Refuser 450 $, Catherine, on serait pas un peu gourmande? Cette semaine, le procès entre la tatoueuse et 2K, incluant WWE, Tech2 Interactive, 2K Games, 2K Sport, bref, toute une colonie, c'est enfin terminé. Le procès s'est déroulé sous l'écoute du jury et même Randy Orton a été convoqué pour témoigner et donner sa version. Le jury a eu besoin de 3h26 pour conclure être en faveur de Catherine Alexander. Ce qui fait en sorte qu'elle a remporté son procès face aux compagnies. Et le jury a déterminé qu'Alexander aura droit à 3 750 $ en dommages et intérêts. Puisqu'aucun des bénéfices du jeu ne résultait directement de l'inclusion de ces tatouages, il a également été déterminé qu'elle n'avait droit à aucune autre compensation financière. Ce qui n'est pas encore connu dans cette histoire, c'est si les défendeurs tenteront de faire appel de la décision du jury, une histoire qu'il faudra encore surveiller de près. Ah, les États-Unis, c'est toujours un bordel au niveau de ces procès, de ces histoires là, un procès pour des tatouages. Bon, aux USA, c'est vraiment
vraiment bizarre. Tu peux attaquer McDo si jamais tu t'étouffes avec une frite, donc bon, je vous laisserai seul juge de cette nouvelle. Alors ce week-end, on a eu une interview particulièrement intéressante, croustillante de Seth Rollins. J'étais en break pour une fois ce week-end, donc j'ai pas pu voir véritablement ce qui a été dit. Je crois qu'Ali en a fait toute une vidéo avec les sous-titres, donc je vais aller regarder ça, mais effectivement, Seth Rollins s'est beaucoup confié par rapport à sa carrière. Et il a notamment expliqué qu'il pense être toujours dans l'ombre d'un certain Roman Reigns. Récemment interviewé par BT Sports, Seth Rollins s'est exprimé sur sa place à la WWE. L'ancien membre du Shield affirme qu'il pense être dans l'ombre de Roman Reigns et que la fédération ne l'a jamais vu comme une tête d'affiche. Il nous dit: même lorsque j'ai gagné le titre à WrestleMania avec le cash-in, j'avais toujours l'impression d'être dans le rôle secondaire par rapport à Roman Reigns. Je me disais toujours, c'est le gars, et moi je suis le remplaçant. Je pense que la WWE ne m'a jamais considéré comme une tête d'affiche. Et l'intervieweur lui demande alors s'il pense pouvoir devenir une tête d'affiche un de ces quatre. Seth Rollins répond: je ne sais pas, je pense parfois que ça n'arrivera jamais, car je suis dans l'ère de Roman Reigns. La seule fois où la WWE a considéré, je pense, la possibilité de me mettre dans le main event de WrestleMania, c'est lorsque Roman Reigns avait eu sa leucémie et qu'il était absent d'août jusqu'à janvier. J'étais à la 2e place parmi les babyface derrière lui. Je me suis dit que la meilleure chose que je puisse espérer, c'est d'être le Edge de son Cena ou le Savage de son Hogan. C'est la vie, je ne pense pas être moins bon que lui, mais c'est pas moi qui décide. Seth Rollins conclut en disant avoir une très bonne relation avec Roman Reigns et que l'objectif ultime avec le Shield était de les voir tous les trois, incluant Jon Moxley, au sommet du catch. Et je pense qu'on peut considérer que la mission est plutôt atteinte pour les 3 membres du Shield. Que ce soit Moxley, Rollins ou Roman Reigns, ce sont 3 des plus grandes têtes d'affiche au monde, et même si Seth Rollins est considéré comme un éternel second, le poulidor du catch et de cette génération, il n'empêche qu'il est extrêmement talentueux et que, comme il le dit, il aura sans doute laissé une trace aussi importante dans son rôle de heel qu'un Edge ou un Randy Orton à l'époque. Et ce cher Seth Rollins a également déclaré que personne n'est sorti gagnant en affrontant le Fiend de Bray Wyatt. Et ça, j'avoue que ça m'a mis une claque, ça m'a surpris quand j'ai lu ça, mais vous allez voir quand même que ce cher Seth Rollins a plutôt ses raisons et il a plutôt des arguments convaincants. Donc Seth Rollins a donné une longue interview sur BT Sport, voilà, blabla, on va pas y revenir. Et donc sur les thèmes importants, celui du personnage du Fiend joué par Bray Wyatt a été abordé et Seth Rollins a donné son opinion dessus. Il explique qu'il n'est pas sorti gagnant en affrontant le Fiend, leur match ayant été fortement critiqué et que Wyatt a également perdu des plumes. Le personnage de Bray Wyatt était difficile. Si tu le regardes, peu importe la personne avec qui a travaillé ce personnage, elle n'en est pas sortie meilleure qu'avant. C'était vraiment difficile d'avoir une histoire avec lui. Mis à part pour Randy Orton, c'était difficile pour n'importe qui d'autre. Peut-être que Daniel Bryan a réussi à s'en sortir un peu plus indemne, mais je pense que presque tous les autres ont rencontré une fin désastreuse pour leur personnage. Je pense que c'était la fin du personnage de Seth Rollins tel que vous le connaissiez, le personnage du Beast Slayer. C'était difficile de trouver comment raconter une bonne histoire de catch avec ce personnage. Je n'étais pas doué pour les trucs de phénoménologie. Quoi? Phénoménologie, c'est quoi ce mot? Je n'ai pas été capable d'entremêler ça avec suffisamment de réalisme pour en faire une histoire captivante comme je le voulais. Une déclaration qui arrive au même moment que l'importante campagne de com autour du Wyatt Rabbit, possiblement joué par Bray Wyatt. Il faudra voir quelle trajectoire la WWE va prendre et si elle choisira un nouvel axe pour construire sa rivalité et éviter le problème évoqué par Seth Rollins. Rollins précise aussi que Bray Wyatt et lui exprimaient parfois leur désaccord à Vince McMahon, mais qu'il voulait toujours maintenir son idée. Aujourd'hui, c'est Triple H qui est le directeur de l'équipe créative, ce qui pourrait pas mal changer la donne. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'adorerais revoir Seth Rollins et Bray Wyatt travailler à nouveau ensemble, puisque je suis un petit peu déçu de cette rivalité entre le Fiend et ce Seth Rollins un petit peu fade de 2019. J'aimerais beaucoup une histoire racontée entre le Messiah et potentiellement un nouveau personnage pour Bray Wyatt. Allez, on va parler de 2 petites nouvelles concernant AEW pour terminer cette petite revue de presse. Donc c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'une grande partie des gens qui vont regarder cette vidéo vont quitter. Mais ne quittez pas, puisque là on va parler potentiellement d'un retour à la WWE. Puisque voilà, le match contre carrière du côté de Rampage vendredi avec Andrade qui va affronter donc 10 du Dark Order. Et donc la stipulation est quand même assez peu anodine. Hein. Si 10 perd, il perd son masque. Et si Andrade perd, il quitte la compagnie. Ça sent quand même le roussi pour Andrade. Alors le roussi oui et non, puisqu'il semblerait qu'il ait quand même envie de se barrer. Lisons l'article. Le 7 octobre 2020 marquait le dernier match de Brody Lee du côté de AEW lorsqu'il perdait un dog collar match contre Cody Rhodes pour le championnat TNT. Le 7 octobre 2022 sera une édition de Rampage et la compagnie va célébrer le 2e adversaire du dernier combat de Brody Lee avec un gros affrontement. En effet, il a été confirmé lors de la dernière édition de Rampage que 10 du Dark Order va affronter Andrade et l'Idolo dans un match masque contre carrière. Si 10 perd, il devra donner à Andrade son masque, un match qui lui a été remis par Brody Lee lorsqu'il a rejoint le Dark Order. Si Andrade perd, il devra quitter AEW.
Par défaut, il s'agit d'un match qui sera un tournant dans la carrière d'un des deux catcheurs. Et alors je vais vous dire les choses telles que je les conçois, je pense qu'il est impossible que 10 du Dark Order perde son masque vendredi face à Andrade. Il y a toute la symbolique, le dernier match de Brody Lee il y a 2 ans, depuis il est décédé, il avait lui-même donné ce masque à 10 du Dark Order, il ne peut pas perdre ce masque pour le donner à Andrade, surtout le jour de l'anniversaire du dernier match de la carrière, de la vie de Brody Lee sur le ring. Connaissant en plus le contexte de Andrade qui veut absolument partir et qui se sent vraiment pas bien utilisé du côté de AEW et qui veut faire un peu volte-face puisqu'il a beaucoup critiqué la WWE de Vince McMahon, mais aujourd'hui comme c'est Triple H, il aimerait revenir, il aimerait y retourner et c'est comme ça que vont sans doute se passer les choses. Andrade va quitter AEW dans quelques temps pour retrouver sa compagne, notamment Charlotte Flair du côté de la WWE, et on ne peut pas avoir un match d'une telle importance avec un tel enjeu comme ça simplement dans un épisode de Rampage sans qu'il y ait une véritable urgence contractuelle ou un gros problème en backstage, je sais pas, mais pour moi ça me surprendrait grandement que 10 perdent ce match et qu'Andrade reste du côté de AEW. Allez, dernière nouvelle de cette revue de presse et on va parler de plusieurs personnes qui ont voulu retenir Cody Rhodes du côté de AEW. Lors de WrestleMania 38, Cody Rhodes a fait finalement son grand retour en fanfare à la WWE face à Seth Rollins après plusieurs mois de spéculation. Aujourd'hui, Fightful nous révèle que Warner Bros. Discovery aurait essayé de retenir Cody Rhodes pour qu'il reste du côté de AEW. Et les sources interrogées ont en effet révélé que des efforts ont été faits par la Warner Bros. Discovery pour retenir Cody Rhodes du côté de AEW. Et avec les nombreuses émissions dans lesquelles il apparaissait, Cody Rhodes avait développé de bons rapports avec plusieurs personnes du groupe à cette époque. On apprend aussi que le contrat de Cody Rhodes avec la WWE n'avait été officialisé que quelques semaines avant WrestleMania, même si la fédération de Stamford le considérait comme acquis. Nous apprenons aussi qu'après la fusion entre Warner Bros. Et Discovery, des enquêtes indépendantes ont été menées au sein de la société pour évaluer le désir de Cody Rhodes à rester du côté de AEW. Selon les informations obtenues par Fightful, l'une des personnes ayant entrepris des démarches et qui a fait les efforts est Sam Linkskey, qui est directeur général adjoint et vice-président principal des séries originales pour TNT, TBS et True TV. Les Rhodes ont aussi été contactés pour éventuellement participer aux réunions Upfront qui se déroulent pour dévoiler les nouvelles grilles des programmes, sans pour autant avoir la confirmation que ce soit lié ou non à AEW ou aux deux émissions. Fightful précise qu'il n'y avait aucune animosité entre les deux parties et que Cody Rhodes aurait dit aux personnes l'ayant sollicité qu'il était temps de quitter le territoire. Cody Rhodes semblait donc assez déterminé pour retourner du côté de WWE. Après, il y avait pas mal d'aspects en jeu. Il y avait notamment l'utilisation de Cody Rhodes et le statut qu'il allait avoir du côté de la WWE par rapport à AEW. Et il y avait également sans doute une question de contrat, une question de sous. Et je me fais pas spécialement de problème pour Cody Rhodes. Il a déjà pas mal de contacts dans le milieu de la télévision. Et je pense qu'après sa carrière de catcheur, Cody Rhodes sera clairement un animateur télé ou, je sais pas, un mec qui va commenter le catch ou en tout cas il va faire de la télé. J'en suis persuadé. Voilà pour cette petite revue de presse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette actualité. N'hésitez pas à la commenter également. Peut-être qu'on refera une revue de presse jeudi, j'en sais rien, ça dépend s'il y a des nouvelles. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine par rapport à Extreme Rules. N'oubliez pas de me donner vos avis par rapport à mes intros. Est-ce que c'est trop long, pas assez long? Est-ce que ça vous dérange pas? C'est important d'avoir également vos avis. Et soyez là demain, bien entendu, pour la consultation de Raw. C'était le Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.